salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Et aujourd'hui on va se retrouver du coup pour le dernier épisode du mois de décembre et c'est donc du coup l'épisode interview. Et j'ai avec moi un invité de qualité, El Azari, et qui est donc là pour nous présenter l'auto-édition et les maisons d'édition, parce que tu es en effet dans les deux camps en fait, tout simplement. Tu es auto-édité avec ton roman Pertinax et tu es aussi présent en maison d'édition. Tu es présent plus particulièrement aux éditions Luciférine, dans l'anthologie Belle Époque et aux éditions aussi des Tourments avec les deux anthologies Xang et Apocalypse, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et du coup, tu as un nouveau projet avec une autre maison d'édition aussi, là je te laisse en parler. Alors c'est simple, début décembre, il y a un super projet qui est sorti sur la plateforme YouBooks, qui est une plateforme de lecture sur internet et sur application de smartphone, qui fait à la fois des livres audio, des magazines, etc. Et là, ils ont décidé de lancer leur propre format qui s'appelle le format Switch. Donc c'est Switch parce que tu peux lire le livre comme l'écouter en même temps. En fait, les deux versions sont disponibles en fonction que tu sois en train de faire ton jogging ou que ton casque soit cassé et que tu attends dans les transports. Et pour ce projet-là, moi j'ai proposé l'histoire Hameln, une réécriture du joueur de flûte de Hamelin, que l'on connaît tous, en format thriller. C'est l'histoire d'un jeu vidéo, Hameln, qui hypnotise les enfants et les fait disparaître. Et on suit l'enquête policière en cours contre les concepteurs. Et du coup, ce projet, il est sorti quand exactement? Hameln est sorti début décembre sur la plateforme YouBooks. Il y a justement des promos là pour l'instant à Noël, donc n'hésitez pas à écouter parce qu'il n'y a pas que mon histoire, on est 8 histoires et il y en a d'autres qui arrivent et elles sont vraiment géniales. Je le dis parce que je les ai toutes écoutées. C'est plus que du livre audio, c'est plus que du livre, c'est moi. Perso, je trouve qu'on se rapproche même un peu de la fiction radiophonique grâce aux ambiances et au jeu des acteurs. T'es présent autant dans l'auto-édition, mais aussi en maison d'édition, et en plus tu fais plein de formats différents. Donc là, pour le coup, on a vraiment quelqu'un qui touche à tout, donc ça va être parfait pour te poser les questions de ce mois-ci. Au début du mois, en fait, j'ai sorti plusieurs podcasts sur l'auto-édition, est-ce que c'est fait ou pas pour les auteurs, savoir si c'est une voie qui peut les intéresser. Et du coup, moi, le côté maison d'édition, je pouvais pas trop en parler parce que je connais pas. Et là, toi, par contre, tu vas vraiment pouvoir nous renseigner. Déjà, rien que pour comprendre ta façon de voir les choses, j'ai une question. Pour toi, l'auto-édition, est-ce que c'était un choix, c'est quelque chose que tu voulais, ou est-ce que tu le voyais plus comme un tremplin pour accéder à des maisons d'édition après ? Ça c'est un peu compliqué à répondre. Il y a plusieurs réponses en fait. La première c'est que de toute façon j'avais pas le choix. Et la deuxième aussi c'est que je me disais aussi que de toute façon Pertinax c'était un peu particulier. Et aussi mon premier roman. Et du coup un premier roman particulier c'est difficile de le vendre à des maisons d'édition. Donc le fait qu'on m'ait proposé une auto-édition c'était obligé quoi. J'avais pas le choix et puis même c'était une opportunité au final. Pour la petite histoire, en fait j'avais écrit Pertinax sur Fixia, une plateforme d'écriture. Et après, ils m'ont proposé, comme j'avais terminé le roman et qu'il y avait un certain nombre de personnes quand même qui avaient lu et réagi, ils m'ont proposé l'auto-édition aidée. Donc même là-dessus, l'auto-édition, elle est hybride de mon côté. T'as pas fait du tout l'auto-édition comme moi j'ai pu faire avec KDP ou ensuite. Ça reste quand même un truc où t'étais accompagné à chaque fois. Oui, c'est ça. Il y a eu un bon mois de relecture et écriture conseil, même niveau marketing. Et puis après, pour ce qui est de la diffusion, c'est Fixia qui appartient à Hugo Editing qui s'en est occupé. Pour la version e-book. Du coup, dans les podcasts précédents, j'en ai parlé du fait que l'auto-édition, souvent dans l'esprit des gens, c'est solitaire, c'est genre tu fais tout seul. Mais c'est ce que je disais, on s'entoure de plus en plus de professionnels. Et là, tu viens justement de nous le confirmer que l'auto-édition, c'est vraiment pas un travail que t'es obligé de faire tout seul, que t'as aussi des professionnels, que t'as des plateformes qui peuvent t'accompagner. C'est vrai qu'on pense beaucoup à KDP et ensuite, mais du coup, toi, tu nous montres bien qu'il y a d'autres plateformes avec un vrai accompagnement pour ceux qui sont totalement paumés, quoi. Alors, vrai accompagnement, oui et non, ça dépend des plateformes évidemment, et puis il y en a beaucoup qui te font payer pour pas grand chose derrière. Il y a plein de trucs où finalement tu te retrouves dans le même contexte que de la maison à compte d'auteur, quoi, donc tu te fais arnaquer de bout en bout.
Déjà que c'est dur d'être artiste-auteur, c'est dur même en tant qu'auto-entrepreneur et tout. Enfin bref, je vais arrêter sur la grande plainte là-dessus, mais les auto-édités sont obligés de s'entourer maintenant de toute façon. Oui et non. Il y en a qui ont les compétences nécessaires et qui arrivent à faire tout très bien. Mais le problème que tout le monde entend sur les auto-édités, c'est que justement ça manque d'une correction, le graphisme il est vraiment tout moche, etc. Et le problème aussi quand t'es auto-édité, c'est que t'as envie de t'entourer, t'as envie de faire les choses bien, mais ça coûte pépette, quoi. Et même quand les gens font exprès de casser leurs tarifs, comme toi t'as aucun revenu à mettre dedans, c'est vite bloqué au niveau de truc. Donc le problème de l'auto-édition, c'est vrai que justement, si tu cherches à te faire accompagner, même via des plateformes qui sont plus ou moins bien. Moi j'ai eu beaucoup de bol avec Fixia, moi je reconnais clairement, mais c'est pas le cas tout le temps. L'auto-édition ça demande plein de compétences que t'es pas obligé d'avoir quand t'es édité, même si ça je pense qu'on reviendra dessus maintenant, même quand t'es édité t'es obligé de les avoir ces compétences-là. Mais justement c'est ce que je voulais te demander, est-ce que c'est extrêmement différent l'expérience quand t'es auto-édité ou quand t'es en maison d'édition. Et je pense que il doit y avoir aussi une différence entre être édité dans une grosse maison d'édition et être édité dans une petite maison d'édition, hein. Mais toi en tout cas, à ton niveau, est-ce que t'as ressenti une grosse différence ou pas? En sachant que c'est encore même particulier pour toi parce que t'es auto-édité pour un roman et tu es édité en maison d'édition pour des anthologies, donc c'est peut-être même encore une expérience différente du coup. Effectivement, c'est pas pareil, parce que les anthologies, c'est rare que ça ramène un revenu pour l'auteur. Donc le principe de l'anthologie, c'est de se faire connaître et de se faire bien voir aussi d'une maison d'édition par exemple. Et donc tu soutiens la maison d'édition dans la promotion. De toute façon, tu dois le faire aussi quand tu édites ton roman, quoi. T'es obligé de faire des salons, des interviews, de la promo, patati patata. Ça, maintenant, ça c'est fini, t'es obligé de le faire, peu importe, quoi. Les personnes qui croient que la maison d'édition va tout faire à ta place, c'est pas vrai. C'est un partenariat de toute façon. Surtout maintenant où on est 15 000 personnes à sortir des trucs tous les 6 mois. Mais après, effectivement, là, par exemple, pour Ameln, j'ai pu voir la différence parce que il s'agissait d'une œuvre originale, il s'agissait d'un nouveau concept aussi. Ils ont mis le paquet niveau promo, quoi. Ouais, et là, tu t'es vraiment senti accompagné pour le coup par rapport à la promo pour ce projet-là. Bah disons que par exemple pour les Luciférines, qui est une maison d'édition que j'adore et que je soutiendrai toujours, c'est les premières personnes à m'avoir édité, hein, donc forcément. Mais il y a ce petit lien là. Mais avec les Luciférines, on travaille bien, c'est hyper sérieux. Et elle fait bien les choses, mais ça reste quand même une petite maison d'édition qui est spécialisée dans les anthologies et ça c'est génial. Mais du coup, les moyens sont pas forcément là non plus. Suffit de le voir, justement, une bonne partie des livres sont financés via la campagne Ulule, ce qui est très bien aussi parce que ça permet justement de voir qu'il y a un marché pour le livre aussi, quoi. Ça c'est très bien les Ulule. Ça permet de faire venir tout un tas de fonds d'un coup pour la sortie d'un livre, c'est super pour aider pour la promotion. D'ailleurs, j'ai participé au dernier, moi. Étrange enfance. Ouais, bah moi aussi j'ai participé. Mais du coup, voilà, avec les éditions Luciférines, c'est vraiment un partenariat où on est tous à même niveau et du coup, on est plusieurs auteurs à s'entraider aussi et à aider la boîte. Pour Ameln, du coup, c'est U-Books et Fixia aussi, encore une fois, qui travaillent dessus et donc qui ont une équipe de com, qui s'occupe de la com. Donc qui font qui préparent la campagne avec des partenariats vraiment poussés. Donc c'est là où tu vois vraiment la différence avec une petite et une maison d'édition. Mais encore une fois, la différence avec la petite maison d'édition, c'est très bien du coup quand la grande maison d'édition justement veut vraiment défendre ton projet parce qu'elle a tout à fait les moyens et tu te retrouves bien mis en avant, bien impliqué, enfin t'as envie de t'impliquer quoi. Mais quand tu es petit auteur dans une grande maison d'édition, justement j'ai eu des retours de plusieurs personnes où en fait t'es que un nombre de plus dans le catalogue. Et c'est pas sur toi qu'ils vont faire la com, c'est à toi de te débrouiller, t'es tout seul, c'est juste « Oh c'est super, j'ai un joli nom sur ma couverture ». Mais du coup, s'il faut que tu t'occupes de ta com, si c'est une petite maison d'édition ou que t'es un petit auteur dans une grande maison d'édition, et qu'en plus ils te mangent un pourcentage énorme sur le prix de vente, quel est l'avantage à part du coup se faire connaître de la maison d'édition? Les avantages, il y en a plusieurs, mais après c'est pareil, c'est à toi de voir ce que tu veux.
Par exemple, de toute façon, étant débutant, à moins d'avoir gagné des prix, patati patata, la grande maison d'édition, c'est pas forcément toi qui va mettre en avant. Ou alors même pareil, il y a beaucoup de maisons d'édition, c'est comme dans beaucoup d'industries de la culture. En fait, ils attendent que de voir comment ton livre se débrouille tout seul avant de rajouter au niveau promo. Donc les avantages en vrai, c'est effectivement le côté prestige, parce que ça, t'y échappes pas. Et après aussi, c'est moins complexe niveau administration. Ok, la maison d'édition, elle te prend un pourcentage, mais en fait, toi, tu rembourses tous tes frais. Voilà quoi. Donc même quand tu te fais un petit pourcentage, finalement tu dis ah super, j'ai vendu 300 bouquins, ça m'a permis de rembourser 150. Ouais, t'as pas avancé les frais et puis t'as pas à te faire chier autant avec l'administration. Est-ce que tu aimerais à la longue rester hybride ou est-ce que t'aimerais tout passer en maison d'édition toi? On va dire le statut d'hybride, ça me plaît bien quand même parce que j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie d'entrer dans des cases ou quoi que ce soit, mais en vrai ça permet plus de liberté aussi d'être dans les deux quoi. Avec mon métier, passion pour la com, ce genre de trucs, je préfère avoir quelqu'un en soutien derrière aussi quoi. Ce qui fait que genre au pire même quand moi j'ai la tête dans le chou à cause du taf, ben il y a quand même quelqu'un qui parle de moi quoi. T'es pas tributaire de ton activité perso quoi en gros. Oui, et puis même malgré tout, j'ai pas envie non plus de me fermer des portes quoi, donc je vais pas donner une réponse catégorique. Disons que a priori, moi ce que je veux, comme beaucoup, c'est produire assez de revenus pour ne faire que ça. Et ça, que ce soit en tant qu'auto-édité ou en tant qu'édité ou en tant qu'hybride ou quoi que ce soit, ça veut dire faire que ça en fait. Hein. Ça veut dire être présent au niveau de la promo, H24, être hyper réceptif. Et même au niveau de la production, c'est complexe. Si je devais choisir vraiment, je tendrais plus pour l'édition, ne serait-ce que pour des questions de statut complémentaire à cause de mon travail. L'auto-édition, c'est pas forcément accepté. Bref, l'auto-édition, c'est cool aussi, quoi. Le seul truc que je reproche, moi, et que c'est un reproche personnel finalement, c'est-à-dire que c'est vraiment, si tu veux décoller, ben, t'es obligé d'être H24 là-dessus. C'est-à-dire que, pareil, en fait, finalement, tu fais plus de promo que d'écriture. Clairement, c'est 80% du temps, tu fais de la com, de l'administratif, ce que tu veux, et puis après, 20%, t'écris vraiment. Puis je vois même celles qui font des énormes revenus, en fait, pour garder l'appétence de son audience, est obligé de proposer du contenu à côté, quoi. Bah c'est ça. En fait, il y en a très peu qui arrivent en auto-édition à faire que de l'auto-édition. C'est soit tu proposes des formations, tu proposes des services ou un suite, mais t'es obligé de compléter avec un autre truc, quoi. J'ai envie de faire ce qu'il faut faire, hein, mais j'ai pas envie de passer ma vie sur les réseaux sociaux. Quand même dire mince, aujourd'hui j'ai rien fait, du coup j'ai perdu 300 balles. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté tout ce qui était auto-entreprise et tout ça, quoi. Du coup, t'es tout seul, donc autant dans une entreprise, si toi t'es en vacances, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais, autant là, l'entreprise, elle marche pas, quoi. T'as des congés payés. Payés. Payé. Oui, ou tu es payé tout court. Voilà, ouais. On attend toujours les oui, d'ailleurs. On attend toujours la même chose pour le statut artiste-auteur. Hein. Oui, ça fait 2 ans que j'ai mon entreprise. Pour l'instant, je n'ai techniquement jamais réussi à me tirer un salaire. Hein. Voilà. J'ai une petite question. Toi qui es dans le monde des maisons d'édition, monde que je ne connais point, aurais-tu quelques petits secrets à nous raconter, à nous dévoiler? Ce que tu veux que je te dise là-dessus, on risque d'en avoir pour des heures. Hein. C'est simple, si les clichés existent, c'est que c'est vrai. Pour avoir pratiqué les entreprises culturelles et pas forcément que celles de l'édition, c'est que de toute façon, t'as vraiment de tout. Hein. C'est le meilleur du pire de l'humanité, hein, les entreprises culturelles. Parce que en plus, ils sont souvent persuadés de répondre à un idéal humaniste, ce genre de trucs. Donc c'est le rehaussement des susceptibilités de chacun. Pour faire bref, rien que pour la petite anecdote, c'est simple. Moi, j'avais justement fait une formation de médiation culturelle et à l'intérieur de cette formation de médiation culturelle, de mon jeune temps, on nous a fait tout un cours sur les failles de personnalité. Donc, tu sais, en gros, tous les trucs qui sont oui, alors, à 3-4 questions près, t'es schizo en fait.
3-4 questions près, t'es un pervers narcissique, enfin ce genre de choses. Et en fait, comment gérer ce type de personnalité, parce qu'on va tomber que là-dessus dans le spectacle, dans l'audiovisuel, dans la mode, l'édition, le patrimoine, enfin bref, tu vois, ça. Et pas forcément les artistes, c'est ça que je veux dire, c'est pas forcément les artistes qui ont ces défauts, même si évidemment, pareil, le fait de créer en sens ce genre de difficultés relationnelles, mais c'était aussi justement dans la gestion avec les administratifs, les médiateurs, les producteurs, les distributeurs, peut-être. Enfin bref, donc il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont persuadées de proclamer la vérité. Pourtant, ils n'ont pas Pertinax dans leur catalogue. Donc c'est beaucoup de batailles d'ego, hein, ça c'est sûr. Il y a effectivement une question de prestige. Par exemple, dans le bon sens, dans les petites maisons d'édition de l'imaginaire, qui se font bien connaître quand même, hein, donc petites entre guillemets. Il y a par exemple Nord d'Absinthe, t'es sûr que quand tu rentres dedans, t'as une espèce de prestige, quoi, ou le Héron d'Argent. T'es édité chez eux, tu peux te la péter, quoi. Mais il y en a d'autres qui se reposent sur leur prestige, qui est pourtant très éphémère, et qui sont en train de se casser la gueule, on l'espère. Pardon, ça c'est le pitch. Il y a effectivement une idée de si t'es édité, c'est forcément que ton truc c'est trop bien comparé à l'auto-édition. Ben c'est pas vrai, parce que de toute façon il y a de la merde qui pue et de la merde qui sent bon des deux côtés. Hein. Là, ne serait-ce que justement pour un truc que je voulais dire depuis le début de cette réponse, c'est les maisons d'édition qui sont créées par quelqu'un qui veut juste publier ses bouquins sans passer par l'auto-édition. Oui. Ça, c'est un secret, mais c'est vrai que ça existe quand même. C'est pas un secret, il suffit de regarder le catalogue. Disons que c'est un secret pour ceux qui ne connaissent pas cette vérité. Voilà. Et après, il y a aussi les maisons d'édition qui sont persuadées d'être des putains d'universitaires, qui sont en train de changer la manière d'écrire les livres et tout, machin. Et en gros, si t'es pas chez eux, t'es forcément de la merde. Par contre, là, ouais, le côté un peu élitiste, il existe forcément du côté des maisons d'édition. Même de celles qui ne font que produire 3 auteurs, et ce sont pile les 3 auteurs qui sont dans le conseil d'administration, mais c'est pas grave. Et il y a effectivement beaucoup de maisons d'édition que je n'aimerais pas, où c'est plus ou moins vrai qu'en fait c'est toujours les mêmes personnes qui sont choisies, ou alors que, oh ben tiens, tu retrouves ces personnes que tu retrouves dans leurs anthologies, par exemple, elles sont présentes dans les anthologies de 3 autres maisons d'édition. C'est bizarre, hein, ces 4 maisons d'édition, elles sont copines. C'est bizarre, elles se partagent anthologie. C'est étrange, mais des fois aussi, plutôt que de crier au scandale, c'est aussi une question de c'est pas forcément que son texte est nul, c'est juste que les autres textes étaient meilleurs, et puis il y a aussi, malgré tout, ça reste une question de rentrée d'argent. Il y a une personne qui est présente dans l'anthologie, son texte est génial, mais en même temps tu sais qu'elle va ramener du monde, quoi. Ça va ramener des ventes, et les anthologies c'est ce qu'il y a de plus dur à vendre. Ça reste une entreprise qui doit faire du chiffre, donc à un moment donné, même si, comme tu dis, l'ego est peut-être là, faut aussi qu'ils réfléchissent business. Et s'il y a un auteur qui rapporte plus parce qu'il a un plus gros public ou ainsi de suite, il rapporte plus, quoi. C'est bien pour les autres auteurs qui en profitent. Oui, c'est ça. Après, de toute façon, il y a plein de maisons d'édition où t'as l'impression qu'ils sont consanguins, mais c'est pas vraiment le cas non plus. C'est aussi une question d'attente, que t'as pas répondu vraiment à l'esprit de la maison, ce genre de choses. Là, je parle pour les auteurs qui sont persuadés que les maisons d'édition les détestent, que du coup, ils y arriveront jamais, ou ils sont obligés de passer en auto-édition parce que patati, patata, c'est pas le cas tout le temps. Hein. Il faut bien se rendre compte, encore plus maintenant, avec la Covid, il y a beaucoup de maisons d'édition en galère. L'industrie, elle marche encore au ralenti. Toutes les sorties ont été décalées, etc. Quand tu arrives dans le game, même quand tu es un génie littéraire, ce qui doit être une personne sur 1 milliard dans les personnes qui tentent l'auto-édition. Allez, ça c'est fait. Voilà. Surtout quand tu écris de la romance. On rajoute une couche. S'il y a un torse nu ou des gros boobs sur ta couverture, tu n'es pas un génie littéraire. Tu n'es pas un géauteur. Non, je rigole. En plus, ce qui est très drôle, c'est que finalement, je me suis mis à lire de la romance parce que tu lis jamais autant que depuis que tu écris, en fait, les autres et tout. Donc, je me suis mis à la romance, et il y en a plein des biens. Hein. C'est génial, même. Génial. J'ai un ami qui écrit de la romance. Vous voyez, je suis pas contre la romance. J'ai un ami qui écrit de la romance.
Même les romances de poney, j'ai rien contre. Surtout la romance de poney. Ça, c'est pour une amie en question. J'espère qu'elle écoutera ce podcast. Pour revenir à la question des secrets de l'édition, des maisons d'édition. Le vrai secret, c'est de réussir à comprendre les attentes de la maison d'édition et de trouver les maisons d'édition qui vont correspondre à ton écrit, quoi. Ou inversement, quoi. C'est à la base, toi, ton écrit, ce qui correspond à la maison d'édition. Souvent, on fait des envois, même en ayant fait des recherches, hein. Je dis pas que les recherches n'ont jamais été faites, mais sans se rendre compte qu'en fait c'est pas du tout le même ton que la maison d'édition, donc forcément ça marche pas. Après il y a effectivement toujours le principe du peut-être que ils ont envie de tester autre chose et tout, peut-être que je rajoute un petit truc justement avec le ton décalé par rapport au reste de leur collection. Ça marche souvent, mais enfin ça marche pas si souvent que ça non. Mais du coup pour toi, pour pouvoir, si imaginons là il y a quelqu'un qui veut absolument rentrer en maison d'édition et qui écoute le podcast, pour toi, essayer de rentrer dans une maison d'édition par l'anthologie, c'est la meilleure solution ou pas? C'est pas la meilleure solution, mais c'est la solution personnellement que j'ai choisie, parce que en fait déjà ça permet de montrer ce que tu veux sur des formats particuliers. Ça permet d'éveiller l'intérêt à la fois chez le lecteur et chez les éditeurs. Et puis effectivement justement normalement quand les maisons sont bien faites, t'as un travail une fois que t'es sélectionné sur la nouvelle. Donc c'est aussi pour l'éditeur de voir à quel point c'est chiant de travailler avec toi ou pas, quoi. C'est le test. Honnêtement, c'est la période d'essai, quoi. Clairs, ouais, c'est un peu période d'essai. Et pour avoir testé plusieurs trucs, souvent le problème c'est pas forcément la maison d'édition, c'est vraiment à toi et ton ego hein, de se calmer. Moi-même, je fais des efforts quand même là-dessus. Enfin voilà quoi, c'est ton bébé et tout machin. Et même si tu te rends compte qu'il est toujours perfectible, il y a des fois où faut accepter la critique et accepter aussi pareil en fonction de la maison où t'es. Toi, genre si t'as fait un truc bien trash, que la maison d'édition fait pas du trash, mais que t'as pris quand même parce que l'histoire était géniale et que tu te demandes de baisser le trash et il te dit non mais c'était l'esprit de la nouvelle. Non mais je te demande pas de l'enlever en fait, je te demande juste de réduire pour que en fait les 12-15 ans puissent la lire aussi. Alors ok, les enfants même en élémentaire ils regardent Squid Game, mais c'est les parents qui achètent, les parents ils veulent pas savoir ça. Passer par une anthologie, c'est autant un test pour la maison d'édition, voir si l'auteur est relou, si c'est une diva ou pas, mais ça peut être aussi un test pour toi, au final, de voir si la maison d'édition elle est sérieuse ou pas, si tu vas te retrouver totalement abandonné, si tu rentres dans cette maison d'édition ou pas. Ouais, clairement, travailler avec 3 éditeurs différents, entre guillemets, même si y en a un, c'est un spectre d'éditeurs, pas dans le sens fantôme, hein, je veux dire, il y avait plusieurs personnes qui sont passées sur mon texte, quoi. Mon texte s'en souvient. On lui est passé dessus. Ils sont tous passés dessus, c'est drôle. Non mais je veux dire, voilà quoi, après c'est ça, il faut aussi, dès que tu trouves une maison qui te correspond et qui t'apprécie un petit peu et qui vient même parfois te rappeler, c'est à toi aussi de travailler le relationnel, parce que c'est une maison avec laquelle tu peux continuer à travailler. Même si t'as pas fait de l'auto-édition, t'as pas fait de l'auto-édition totale solo ou ainsi de suite, tu vois quand même ce que c'est le travail en auto-édition. Pour toi, est-ce qu'il y a un profil type d'auteur qui est plus fait pour l'auto-édition et un profil type qui est plus fait pour la maison d'édition? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Mais la vraie question, c'est plutôt... Ouais, je sais, c'est ma question. Est-ce qu'il y a un profil type? Non, je pense qu'il y a plusieurs profils pour chacun. Tu vois, moi je pense que le mieux c'est quand même de faire les deux. D'ailleurs c'est ce que je commence à conseiller à d'autres personnes qui ont testé, sans donner les noms en fait, pareil dans les petits secrets, c'est des personnes qui étaient trop contentes d'avoir enfin une maison d'édition et tout, et grande ou petite d'ailleurs, j'en ai une, c'est une énorme maison d'édition, et en fait elle s'est retrouvée être juste une ligne dans le catalogue, et c'était le seum le plus total quoi, 0 promo. Et il y a d'autres qui sont pareils dans des petites maisons d'édition, en fait si elles travaillaient pas derrière, si elles harcelaient pas leur éditeur pour faire des stands dans des salons du livre, il se passait rien du tout, parce que même l'éditeur le faisait même pas non plus. Quand j'aurais raconté ce qui se passait justement pour la sortie de Pertinax, elles étaient très très jalouses.
Auto-édition, c'est super si t'as les moyens de tout gérer toi-même, ou voire même justement si t'as déjà un trio. Enfin, même tout seul, t'es capable de faire la promo, t'es capable de faire ta couve, t'es capable de lire 100 fois ton bouquin et sans avoir envie de vomir et de voir toujours les fautes malgré tout, tu peux faire de l'auto-édition. Si t'as quelqu'un qui peut te faire tous tes visuels et quelqu'un qui peut te faire la correction en plus, mais de professionnel malgré tout, parce que même la bêta lecture ça suffit pas non plus, vas-y fonce. Après tu te fais un business plan parce qu'il faudra que tu rembourses ces frais là. Mais fonce. Si t'as un petit pécule de côté justement pour pouvoir lancer une campagne promo correcte avec, tu sais, genre acheter de l'espace, sur de référencement et tout ça, tu peux le faire, c'est clair. Sinon, effectivement, si t'as l'impression d'être, si tu arriveras pas en solitaire, s'il y a d'autres choses dans la vie qui t'intéressent que d'écrire, quoi, ta vie ne se résume pas qu'à écrire. Essaye la maison d'édition jusqu'à ce que ta vie se résume à écrire. C'est vrai que l'auto-édition a tout pété, mais avant de vivre de ta plume, t'as avoir à travailler à côté. Et en gros, voilà, si t'as envie d'être entouré de soutien comme moi, comme c'est mon cas à moi, puis même justement profiter, on va dire, du rayonnement des autres personnes qui t'entourent, donc du rayonnement de la maison d'édition, cherche les maisons d'édition. Ça t'empêche pas de faire de l'auto-édition en même temps, quoi. Je pense que le mieux c'est l'hybride tout court, parce que ton bouquin, toutes les maisons d'édition te disent qu'il est perfectible, ok, mais peut-être qu'en l'état il correspondra très bien à une part de marché et ça te permettra aussi de te faire tes premières armes sur la coupe promo et sur les ventes et tout, quoi. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que ton bouquin correspondra peut-être pas à la maison d'édition, du coup elle va te demander de modifier certains trucs, alors qu'en fait si tu t'étais lancé en auto-édition, t'aurais trouvé quand même un public, quoi. Ton public à toi. Ouais. Pour certains projets. Et du coup, si je résume ce que t'as dit, t'as en fait un triangle qui est écriture, communication, correction. Si t'arrives à le faire toi-même ou si t'arrives à t'entourer de pros, tu peux te lancer en auto-édition. Si par contre t'arrives pas, vaut mieux passer par une maison d'édition pour que il y ait certains angles de ce triangle qui soient faits par la maison d'édition, en gros. Oui, je pense que pour résumer, c'est vraiment ça, quoi. Si t'as besoin d'aide au niveau correction, si t'as besoin d'aide au niveau promo, essaye quand même de t'entourer, quoi. Ça vaut aussi pour l'auto-édition en vrai, mais c'est plus simple justement quand t'as une maison d'édition qui peut te soutenir là-dessus, parce qu'elle a déjà... t'avances pas les frais. Ouais, t'avances pas les frais. Et puis si t'as besoin d'aide pour l'écriture, là arrête le métier, quoi. Ouais. Non mais enfin de toute façon, je sais pas comment dire, là moi j'ai lu des bouquins, faut quand même le reconnaître, j'ai lu plein de bouquins d'auto-édités, les histoires sont géniales, mais il y a plein de problèmes de mise en page, de correction, ou alors les personnes n'ont pas pensé la promo correctement, c'est-à-dire n'a pas défend un livre qui n'est pas exactement ce qui se passe dans le bouquin, quoi. Ouais, du coup avec une équipe ça aurait évité ces problèmes-là, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, c'est important d'avoir des gens qui vont te dire, par exemple, non mais tu dis que c'est de la SF, mais en fait, à part le fait qu'ils sont en train de baiser dans l'espace, il n'y a pas vraiment de SF. Hein. Cet exemple sera gardé. Hein. C'est vraiment un film. C'est un truc, c'est un livre de boules dans l'espace, certes, mais de boules. Et comme la bite elle est pas cryogénique, c'est pas de la SF. Ce sera gardé, je te jure. Je te le promets, cet exemple est le meilleur exemple qu'on m'ait jamais donné. Apprends à classer les bouquins selon leur registre avec Elazari. Lala vous guide. Je vais faire... après Tata vous t'aime. Je vais faire Lala vous guide. Putain. Comment bien référencer son bouquin. Ça va faire un carton. Merci, je vais me lancer dans le podcast, passe à toi. Du coup, moi je suis dans l'auto-édition totale et j'avais réfléchi au fait de peut-être passer en maison d'édition ensuite. Et moi ça me fait extrêmement peur les maisons d'édition dans le sens où je me dis qu'au niveau des pourcentages déjà ils te bouffent une énorme marge et qu'en plus, comme tu disais, des fois t'es pas du tout accompagné au niveau com. Donc ça fait un peu peur, tu vois, pour ceux qui sont que en auto-édition. Est-ce que tu conseillerais de tenter quand même en t'entourant plutôt de maisons d'édition dont t'as entendu en bouche à oreille ou
Ou enfin, quel est l'argument que tu pourrais donner justement aux personnes comme moi qui sont flippées par rapport à ça? Ben déjà, si t'as envie de passer en maison d'édition ou pas, je pense que c'est important de le faire, de tenter, je veux dire, parce que c'est bon, enfin, c'est pas parce que tu toques à la porte d'une maison d'édition qu'elle va t'ouvrir. Hein. Déjà. Non, si, mes livres sont parfaits, donc si, forcément. Non, Merci pour la non-réaction. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est, je pense, ne serait-ce que en tant qu'auteur, tout simplement, faut pas oublier qu'il y a un truc qui est hyper important, que j'ai un peu dit, mais peut-être pas clairement dans le reste de l'interview, c'était que de toute façon, il faut que tu te places face à tes lecteurs. Les éditeurs, ce sont aussi des lecteurs, avec des attentes particulières, bien entendu, mais en général, il y a un comité de lecture d'abord qui, même si elle a des critères, elle va d'abord dire, avant que l'éditeur lise, genre, ouais, alors j'ai aimé pour ça, j'ai pas aimé pour ça, et puis faut juste qu'il y ait plus de j'aime que j'aime pas, et que même si j'aime pas, tu coches plein de cases. Mais le principe, c'est que justement, c'est un autre regard sur ta plume. Et mieux, c'est un regard sur ta plume avant que le truc soit sorti. Donc même si c'est toujours perfectible, ou même si parfois la maison d'édition, elle est quand même à côté de la plaque, hein, le métier ne les rend pas sacro-saints, sages, vénérables, tout ça. Mais souvent, quand même, ils connaissent ce qu'ils... Enfin, on va dire 90% des maisons d'édition savent ce qu'elles font. Donc il faut quand même écouter leurs conseils. Après, comme je disais, il y a justement des gens, moi je connais des histoires hyper complexes et justement c'est hyper difficile à vendre. Pour ça, j'ai fait de l'auto-édition avec ce bouquin. Si, il est génial. Sois pas dégoûté parce que toutes les maisons d'édition disent qu'il est indéfendable. Oui, il est indéfendable en l'état pour une maison d'édition, en tant que petit bonhomme auto-entrepreneur. Pour revenir à la question, parce que là je pense que j'ai fait un peu du hors-sujet. Enfin, le premier intérêt, c'est d'avoir un regard critique extérieur, déjà. Ça te permet de peaufiner des textes et tout. Et puis même, justement, répondre aux anthologies, moi ce que j'ai adoré, c'est que c'est un peu un exercice de plume aussi. Un thème imposé, un nombre de signes imposés généralement, c'est à toi d'y répondre. Donc c'est à toi de coller à ce qui se passe. C'est la nouvelle, c'est plus d'être un format, moi j'ai envie de dire, il y a un petit côté stylistique aussi qui est très important. Et le fait d'avoir fait plein de nouvelles aussi, ça permet de travailler le rythme et tout ça. Travailler ça, pareil encore une fois avec le regard de l'éditeur derrière, ça te permet de t'améliorer en tant qu'auteur, quoi. Ouais, et du coup, alors je dis pas que c'est toutes les maisons d'édition, mais de ce que j'ai entendu des expériences ça, il y a quand même pas mal de maisons d'édition qui, quand ils refusent, te font quelques lignes pour t'expliquer pourquoi quand même t'as été refusé. Alors je dis pas qu'ils te font une disserte ou quoi que ce soit, mais du coup, même en fait quand t'es refusé, en soi, ça peut t'apporter quelque chose, quoi. On va dire il y a la moitié qui te font vraiment une réponse avec soit des pistes d'amélioration, soit des explications du refus. Parfois ils t'envoient le barème justement redonné par le comité de lecture. Ça dépend à quel état t'as été refusé aussi. Des fois c'est tout simplement... lise d'abord le synopsis et comme on t'a référencé, parfois tu sais il y a une espèce de petit questionnaire à remplir en même temps que t'envoies. Ils disent bah ouais non mais pourquoi tu m'as envoyé le bouquin en fait. Le refus est expliqué. Alors est-ce qu'il est bien expliqué? Non. Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Enfin je veux dire bien expliqué, c'est pas toujours bien expliqué. La moitié n'en voient rien ou font une réponse type. Enfin voilà, ça dépend, pareil, ça dépend des maisons d'édition, ça peut dépendre de quand ils ont lu le bouquin, tu vois, je veux dire, des fois ils ont juste 30 000 messages de refus à faire, donc ils ont pas le temps de te faire un retour précis, quoi. Genre après un lendemain de confinement, quoi. Par exemple. Un lendemain de récession économique où tout le monde s'est dit bah c'est pas grave, de toute façon j'ai toujours rêvé d'être un artiste. T'as bien répondu à la question là pour le coup. Du coup je te laisse quelques secondes, non peut-être un peu plus si tu veux, pour nous résumer toute ton actualité, ce qu'il y a à voir avec toi et ce que tu prévois pour le futur. Eh ben c'est simple, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sauf TikTok parce que pour l'instant j'ai pas envie de danser nu avec un livre pour le vendre. Mais donc sur El Azari sur Facebook, Twitter et Instagram. Comme je l'ai dit en début de vidéo, là ma dernière actualité c'est justement de défendre Amen et le format Switch. Donc des livres qui se lisent et qui s'entendent en même temps, doublés par plusieurs acteurs. Pour le coup, franchement moi le format j'adore. Et je vous le conseille, et pas juste parce qu'il y a mon histoire, je les ai toutes bingées, je vous jure. Mais la mienne, franchement, est vraiment géniale. Si vous aimez les thrillers un peu fantastiques, et l'idée qu'un jeu vidéo va enfin faire disparaître votre enfant, n'hésitez pas.
Et après, ben, pour la suite, justement, il y a plein de petites choses en préparation, dont un roman. Mais ça, je suis obligé d'attendre encore un petit peu avant d'en parler. Il nous laisse sur la fin. Donc du coup, il va falloir s'abonner à tous tes réseaux pour pouvoir suivre ça. Voilà, c'est ça. Ouais. En direct, quand tu pourras en Et parler. mettre 5 étoiles partout aussi. Parce que, voilà. Et acheter des exemplaires de mes bouquins. Bah, d'ailleurs, Pertinax, c'est très bien parce que, bon, là on arrive fin décembre, mais le mois de janvier et février, c'est des mois qui sont très froids. Pertinax, c'est génial pour allumer un feu, si les gens ont besoin. C'est un livre d'autodafé, donc n'hésitez pas à le jeter pour alimenter votre bûcher de sorcière. C'est ça. Et puis du coup, bah, je mettrai en lien la chronique que j'avais faite à l'époque, cela remonte, de Pertinax, et puis je mettrai en même temps, bah, en fait, toutes les chroniques de toutes les anthologies où t'étais dessus aussi et que j'ai lues, parce que, en effet, nous avons un partenariat ensemble. Non rémunéré, va falloir que ça... Oui, j'attends toujours le chèque. Non, c'est moi qui attends le chèque. Ah, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Je crois pas, non. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir répondu à toutes ces petites questions, d'avoir un petit peu biatché sur quelques petits trucs. Et puis, on te souhaite tout le meilleur pour la sortie du coup de ton projet, enfin la sortie qui est déjà faite de ton projet. Abonnez-vous à YouBooks. Bisous. Merci de l'invitation. Et voilà, c'est tout pour l'interview d'aujourd'hui. C'était d'ailleurs le dernier podcast de l'année. Il y aura du coup mercredi prochain la dernière vidéo de l'année, une petite vidéo bilan. Et puis je te dis du coup à l'année prochaine et à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.